questions pour l'instant? Il n'y a pas de résumé des discussions lors de chaque colloque, de résumé écrit? J'aurais aimé. La plupart des interventions sont enregistrées, à part celles qui étaient présentées comme étant semi-fermées pour des raisons X ou Y. Donc les bandes son existent, je les ai toutes. Au cas par cas, on peut les distribuer. J'avais pris la résolution dès mon arrivée de faire des résumés des colloques. Mais si tu savais le temps que prend l'organisation d'un colloque, c'est horrible. Et comme on est assez tourné sur les détails... Ah, merci à Guillaume d'être venu. Comme on est assez pointilleux sur l'organisation en termes de détails, et qu'en fait, Setier et moi, nous sommes tous les deux tout seuls à l'antenne. Sauf être ponctuels d'étudiants qui viennent ici faire leur mémoire, leur recherche, et qui peuvent nous aider pour ça, parce qu'en même temps, ils apprennent un petit peu comment ça fonctionne un centre, ça n'est pas le cas. Donc on a des résumés en chantier, on a des résumés qui sont faits, mais pas corrigés, et donc ça a été, voilà, c'est une question importante que tu portes, que tu poses, et malheureusement, effectivement, on n'a pas le manpower pour ça. Avant de commencer la présentation de la revue, est-ce qu'il y a d'autres petites questions ? Alors du coup, je vais embrayer sur la... Alors pour Guillaume qui vient d'arriver, en fait j'ai fait une petite introduction sur les différentes manifestations d'ampleur, pas les séminaires, mais les journées d'études, les colloques, l'université d'été, à travers les affiches, et quelles idées il y avait derrière chaque affiche. Voilà, comme retour sur avant mon départ. Voilà. Alors, comme je vous le disais en présentant cette affiche bleue, donc le numéro 2017-2 de Perspectives chinoises est issu d'une double journée d'études qui a commencé à Nottingham avec le programme, le China Policy Institute de l'université de Nottingham, et qui s'est prolongé 6 mois après avec sa deuxième édition à Taipei en octobre 2014. À l'occasion donc deuxième édition, à l'occasion de laquelle on a célébré donc nos 20 ans à l'époque. Alors, donc ce numéro a été en fait co-dirigé par Li Tun-Yi et moi-même. Donc je parle au nom de nous deux. Donc petit à petit, à travers nos travaux, a émergé la question de savoir, disons, comment analyser la notion de changement. Parce que en sciences sociales, on pourrait probablement considérer qu'il n'existe pas de sujet de sciences sociales qui ne soit pas d'une manière ou d'une autre lié à une situation en changement. Enfin, d'une certaine manière, tout sujet qu'on étudie, il me semble, est forcément en changement, parce qu'il n'y a pas de situation sociale qui soit fixe éternellement. Donc, c'est redondant quelque part de dire cela. Mais du coup, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas étudier le changement dans sa nature en tant que processus, en se demandant finalement qu'est-ce que le changement lui-même et comment mettre l'accent sur les acteurs qui le produisent. Et c'est pour ça qu'on a commencé à parler de processual change, ce qui sonne mieux en français que en anglais que changement processuel, parce que le colloque a été fait en anglais. Et bon, alors l'idée en Taïwan aujourd'hui est entrée dans une nouvelle ère, comme régulièrement, parce que justement toujours tout change toujours. Donc une nouvelle ère, c'est ainsi que commence l'édito, avec donc les élections de 2016 qui changent à la fois la présidence, le parti au pouvoir à la présidence, dans l'administratif et exécutif, et au Parlement. Voilà. Alors depuis, évidemment, de nombreux changements ont été lancés, et les changements annoncés par la présidence ou par l'administration ou par le Parlement sont des changements que tout le monde peut analyser, voir, étudier, mais on les présente souvent comme des changements annoncés ou votés par l'exécutif ou par la branche législative du gouvernement. Mais en fait, cette présentation qui est assez propre aux politistes est une présentation assez simpliste.
qui est une présentation assez institutionnaliste des choses, qui je pense oublie une grosse partie de la photo, comme on dit en anglais. C'est-à-dire les acteurs qui ont parfois pendant des années discuté les sujets qui vont porter des réformes votées par un parlement ou annoncées par une présidence. Alors aujourd'hui, ou plutôt aujourd'hui, depuis un petit peu plus d'un an, on a des grandes réformes qui ont été annoncées par l'exécutif et par le législatif. On parlait des excuses officielles de Tsai Ing-wen aux aborigènes, sur lequel on fera notre intervention du 25 août prochain, la nouvelle politique vers le sud, la relance de la justice transitionnelle et notamment sur la question des biens mal acquis du Kuomintang pendant les années de la dictature, le démantèlement progressif de certains avantages assez coûteux accordés à une certaine période, Lee Teng-hui en particulier, aux fonctionnaires, et la réforme du temps de travail, qui, comme vous le savez, a posé quelques soucis à Taïwan, ou encore la loi qui n'est pas encore votée à l'heure où on parle, le programme de développement des infrastructures d'avenir. Alors toutes ces réformes, en fait, elles ont été discutées dans la société civile, pour certaines depuis des années, par différents types d'acteurs, des associations, des militants isolés, des intellectuels, et il ne faut pas oublier le rôle qu'ont joué ces acteurs. Alors, du coup, la question, c'est comment peut-on analyser ce changement et ne pas être injuste en les simplifiant. C'est d'autant plus important que les acteurs de la société civile à Taïwan ont été toujours très actifs depuis la levée de la loi martiale et ont joué un rôle considérable dans la démocratisation de Taïwan, en poussant le gouvernement à aller plus vite qu'il n'aurait souvent souhaité. Et ça s'est prolongé après la période initiale de la démocratisation, et notamment sous la présidence de M. Ma Ying-jeou, où la société civile a retrouvé un regain de vigueur quand elle s'est opposée à ce qu'elle percevait par exemple comme une attaque de l'indépendance des juges, une insuffisante neutralité, une insuffisante indépendance des médias, ou une négociation insuffisante avec la société de politiques délicates, complexes, comme les appropriations de terres, ou plutôt les expropriations de terres, le rezonage urbain, ou alors des libertés prises par le gouvernement avec la souveraineté nationale lors des négociations avec la Chine. Tout ça, pendant l'ère Ma Ying-jeou, a conduit à une insatisfaction croissante, à une intégration horizontale de mouvements sociaux qui, à l'origine, étaient catégoriels, c'est-à-dire focalisés sur tel ou tel sujet particulier, et on a vu une forme d'évolution pyramidale, d'intégration de ces mouvements sociaux avec des activistes passant de tel à tel sujet et surtout se faisant les dents sur le terrain, jusqu'à évidemment l'arrivée de l'événement avec un grand E, l'occupation du Parlement, donc en mars et avril 2014, qui a été, il faut le dire parce que c'est quand même important de le rappeler, probablement l'un des plus réussis, sinon le plus réussi, du mouvement Occupy à l'échelle globale. Parce qu'évidemment, ce n'est pas un événement isolé dans l'histoire récente du monde, mais la plupart des mouvements Occupy dans le monde ont échoué dans leur premier objectif d'obtenir telle ou telle réforme, telle ou telle décision politique. Ça ne veut pas dire qu'ils ont totalement échoué, bien entendu. Mais si on compare par exemple le mouvement des parapluies à Hong Kong au mouvement des tournesols à Taïwan, le premier, enfin historiquement le second même, le mouvement des parapluies a été beaucoup plus médiatisé, pardon, le mouvement des parapluies a été beaucoup plus médiatisé que le mouvement des tournesols, et il est vrai qu'il a duré beaucoup plus longtemps, mais il n'a pas obtenu ce qu'il souhaitait, on comprend un petit peu pourquoi évidemment, si ce n'est qu'il a lui aussi, comme le mouvement des tournesols, induit des phénomènes sociaux à Hong Kong importants. Mais il n'a pas obtenu gain de cause sur son premier objectif, alors que le mouvement des tournesols y est arrivé. Il est arrivé à quoi? À faire quelque chose d'absolument considérable, c'est-à-dire de bloquer les négociations entre le petit pays de Taïwan et l'immense pays surpuissant qu'est la Chine, des négociations entre partis globalement, hein, et même des factions entre partis. C'est-à-dire que ces étudiants de Taïwan
ont réussi à stopper la Chine. C'est quand même pas rien, c'est un succès considérable, et il n'y a eu aucune négociation d'importance, à part une en septembre 2014, entre les deux rives après ce mouvement. L'accord incriminé a été suspendu, et depuis, pour tout le reste de la présidence de Ma et la nouvelle présidence, aucune négociation n'a eu lieu entre les deux rives. Donc tous les objectifs n'ont pas été atteints, mais certains l'ont été, et ça a été évidemment un mouvement très important à plusieurs titres. Alors du coup, j'ai essayé dans mon éditorial, en posant ces questions, de définir très simplement la notion de changement processuel, et je vous lis la façon dont je l'ai, disons, qualifié. Il peut être compris comme le processus par lequel différents acteurs soutiennent le changement pour rapprocher de leurs valeurs la société, ou bien, dans notre cas, l'économie, la politique, les arts, la culture, les valeurs publiques, ou toute autre dimension de la vie humaine, animale ou naturelle. Hein, donc rapprocher la société des valeurs que l'on défend, et en fait, d'une certaine manière, tous les acteurs qui, isolément ou ensemble, interagissent pour changer la société, rêvent d'un autre monde, dans la mesure où ils appellent un changement de la situation existante. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ceci est basé sur une vision du monde spécifique qui est façonnée par leurs valeurs. Je reviens à la géopolitique des valeurs. Dans les deux cas, qu'on étudie la société ou la politique d'un pays ou la géopolitique des valeurs, par valeur ici, je n'entends pas du tout une dimension morale. C'est la valeur, c'est-à-dire ce à quoi un acteur donne une valeur et qu'il considère qu'il est justifié de se battre pour que ces valeurs soient appliquées dans son intérêt à lui, mais c'est très intéressant aussi pour les autres. C'est-à-dire que ça dépasse son propre cercle à lui ou à son groupe. Il pense que ces valeurs sont intéressantes à appliquer pour la société et pour les autres. Donc dans ce cadre-là, notre numéro spécial étudie le changement sous l'angle des acteurs et des valeurs qui font leur vision du monde et au nom duquel ils se battent. Donc tous les cas d'études qu'on a étudiés, le mien sur les tournesols, Adina sur les cartes postales et tous les artefacts mis en vente pour les touristes qui représentent d'une manière ou d'une autre la nation taïwanaise, et elle vous en parlera, tous ces cas d'études sont étudiés sous l'angle de quels sont les différents acteurs qui interagissent avec l'État, soit en son sein ou de manière très proche avec lui et en coopération plus ou moins souple avec lui, soit en dehors de cet appareil de l'État au sens très large, et plus ou moins en opposition avec lui pour le faire avancer, comme on le voit avec ce qu'on appelle les manifestations. Donc c'est véritablement la dimension théorique de notre numéro, et dans ce cadre-là, évidemment, le cas des tournesols est un cas d'étude. Alors comme j'ai déjà beaucoup parlé, je ne vais pas détailler tout de suite le cas d'étude des tournesols dans cette problématique acteurs, valeurs et processus de changement. Je vais d'abord passer la parole à Adina qui va nous parler de son sujet à elle, et puis on pourra poser des questions à Adina, et ensuite je résumerai très brièvement les trois autres chapitres, enfin les trois autres articles et les trois autres cas d'études étudiés dans le numéro, et puis je finirai par les tournesols qui sont le seul cas d'étude qui... non, en fait, tous nos cas d'études sont sur la fin de l'ère Ma Ying-jeou, parce qu'effectivement, on est à un peu plus d'une année de la présidence de Tsai Ing-wen, et des articles académiques sur une période aussi courte sont difficiles à écrire, et surtout à publier, parce que le temps de publication est beaucoup plus long dans les articles académiques. Donc, l'édito porte sur la question théorique, mais aussi sur la période de Tsai Ing-wen, mais le contenu du numéro clôt la période Ma Ying-jeou. Adina, je te passe la parole. Bonjour. Lorsque nous parlons d'agents de changement, j'ai quelques agents à remercier. Avant tout, je voudrais remercier Stéphane pour m'avoir invité d'écrire, d'envoyer mon texte
qui a fini par être accepté dans ce numéro. Je voudrais remercier aussi la librairie Pigeonnier pour avoir organisé l'événement d'aujourd'hui. Je voudrais remercier à vous tous pour être ici, à l'Authier pour ne pas avoir nos envoyés en typhon until now. Et maintenant, si vous le permettez, parce que mon anglais est beaucoup mieux que mon français, je voudrais présenter mon article en anglais. I hope that in English I'll be much more, it's simply much easier for me to speak English than French. Thank you again. As Stefan already told you, I took my topic is that of tourist souvenirs and of the way that these tourist souvenirs contribute to constructing a national project. I noticed my fieldwork, I collected these souvenirs in 2014. When I noticed that on the market, is there anything happening? Oh, I didn't turn it on. Maybe you open it. It should be open. Is it? Yeah. Okay. Yeah, I noticed that on the market there were souvenirs available, such as postcards and refrigerator magnets and other kinds of souvenirs that presented quite typical, presenting places or with already imbued with a national significance, such as historical monuments or picturesque landscapes or national landscapes. Apart from these more typical souvenirs, there are also souvenirs presenting national symbols, such as Taiwan's flag, the flag of the Republic of China, or Taiwan's name only, or also what I chose for my analysis, lots of souvenirs that define Taiwan through images of everyday life, simply mundane, ordinary everyday life. And I chose these souvenirs for my analysis. And chose to focus on how they create a sense of place, of national space, and the strategies used for that purpose. I put this topic into the theoretical framework of national branding, and compared the way in which the souvenirs I chose presented Taiwan, depicted Taiwan, defined Taiwan, and the way that images of Taiwan were promoted through official initiatives, in public diplomacy, such as various materials distributed abroad by the Taipei offices in various countries, such as, for example, the Taiwan Academy, a project initiated by Ma Ying-jeou. Or, for example, another official initiative, that of the Taiwan, the Heart of Asia tourism project, another national branding official project. And I compared these official initiatives with the way in which the souvenirs I chose depicted Taiwan. And I argued that whereas official nation branding initiatives made Taiwan invisible by focusing on Chinese culture or conveying quite undecided neutral messages, downplaying Taiwanese-ness, such as, for example, the Heart of Asia project. I argued that these souvenirs construct a much more coherent image of Taiwan and make Taiwan to a greater extent visible than these official initiatives.
The agents on which I focused were the producers and designers of these souvenirs, which were not are not connected to the state in any way. So I treated them as grassroots agents, and the idea of change I alluded to it, or I referred to it in arguing that the Taiwan-related discourse presented by these souvenirs reflects or draws upon other discourses already existent in Taiwan, while also proposing some new elements. I didn't focus, however, neither on either on agents as such, or on actors, or on changes, but instead I did a content analysis of these souvenirs. And since unfortunately I cannot show you the souvenirs themselves, some of them are reproduced in the articles. I think I will be very brief in just summarizing my main findings. The first part of the article shows how the souvenirs put forward the name of the nation. Taiwan is the name of the nation. Sometimes, very often, also accompanied by the flag. The flag is that of the Republic of China, and also creates very markedly create the idea of a bounded national space. The map of the island is featured in various forms by lots of these souvenirs, either as a contour or an element, a contour enclosing some other elements, or a smaller element accompanying the nation's name. After this first part, I also speak about what exactly is within this national space. What objects, what kind of spaces, places, objects are depicted within this national borders. Except for the most well-known monuments that are associated with Taiwan, there are lots of others as well, which serve to have the role of making the viewer discover more about Taiwan than those well-known sites that are on the top list of must-see places in Taiwan. I also discuss at length what seems to me an interesting strategy of presenting these places, namely not through photographs, but by turning them into signs, conventional signs, namely by stylizing them by means of drawings. The same kind of representations, these simple representations, logo-like representations, are featured by various texts by various authors. So they are turned into kind of, I don't know, brand logos for various places in Taiwan, or object spaces in Taiwan. Another strategy, another kind of places used for representing, for defining Taiwan's in these souvenirs, is just simply images of everyday life. It's not monuments, it's not the famous sites, it's not even the less famous sites, but simply images of ordinary everyday life, which are sometimes even ugly. So everyday life in spaces, everyday spaces and places that recur throughout the island, which are simply there for everybody to see. And this is where I borrowed a concept put forward by Tim Edensor, who says that national identity is a kind of feeling which is
created by a specific lifestyle, by all those elements of ordinary life that occur throughout, recur in many places across the national space. So this is what these souvenirs depict. Simply, I don't know, blocks of flats with their iron bars in the windows, with these illegal attachments on the tops, with lots of, I don't know, weird things stored on balconies. So it's urban Taiwan, such sites which you can see everywhere in Taiwan, in all their ordinariness and ugliness. Dilapidated walls and of buildings and so on. Objects, such ordinary objects as the Datong Dianguo, which are in every home, shop signs and so on. So it's these very ordinary elements of everyday life. It's not monuments, which are everywhere across the island. The other strategy, and this is the third part of my article, is that of creating or speaking about of national history through these spaces, this kind of spaces. Since such less known historical monuments, for example, are featured on souvenirs, they invite the viewer they challenge the viewer to ask why, and to discover the story behind these places and objects. And this is how, as a result of such a collaboration between the designer and the viewer, these souvenirs tell lots of stories.